Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, président de République Solidaire. Monsieur Dominique de Villepin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a appris dans l'après-midi la décision des syndicats d'appeler à deux nouvelles journées d'action, le 2 et le 12 octobre. Dans le même temps, François Fillon, aux journées parlementaires de l'UMP à Biarritz, leur a opposé une sorte de fin de non-recevoir. Gouverner la France, c'est aussi savoir dire non. Comment est-ce qu'on peut sortir de l'impasse aujourd'hui, selon vous ? Il faut à la fois savoir satisfaire à l'impératif de réforme, et la réforme des retraites est une réforme à la fois importante et nécessaire. Et en même temps, il faut pouvoir rassembler très largement et faire en sorte que cette réforme, qui est nécessaire, puisse être la réforme de tous les Français. Or, il manque aujourd'hui un élément important dans cette réforme. Il y a à peu près la composante financière, même si l'on sait que cette réforme ne sera pas valable au-delà de 2018. Il y manque une exigence de justice. C'est là où il faut que le gouvernement soit capable de faire encore un effort supplémentaire si l'on veut que cette réforme soit une réforme qui s'inscrive dans la durée, si on veut que cette réforme réussisse. Et je préconise qu'on trouve. Le gouvernement doit céder alors. Je préconise que l'on trouve un compromis là où c'est sans doute le plus facile. J'ai compris que le gouvernement ne transigerait pas sur le passage de l'âge légal de 60 ans à 62 ans. Je pense que sur le deuxième seuil, le passage de la retraite à taux plein de 65 ans à 67 ans, il y a la possibilité d'en rester à 65 ans, tout simplement parce que ceux qui feront les frais de ce passage à 67 ans, ce sont les plus précaires et ce sont surtout les femmes. 50% des femmes seront amenées, si la réforme est votée, à partir à la retraite à 67 ans. Cela a un coût. 6 milliards d'euros. Faisons en sorte que dans le cadre d'une meilleure répartition de l'effort national, eh bien, ceux qui sont le plus à même de financer cette réforme le fassent. Ils sont un peu mis à contribution pour le cas actuel, puisque la dernière tranche de l'impôt sur le revenu sera sollicitée de 40 à 41%. Je crois qu'il y a encore un effort supplémentaire à faire. Est-ce que vous craignez quand même, si on voit bien que le gouvernement ne va pas forcément céder dans la mesure de ce que vous demandez, qu'il y ait un blocage ? Certains syndicats appellent à une grève générale, commencent à appeler à des manifestations un peu plus dures. Je ne le souhaite pas, mais c'est ce que j'ai moi-même connu avec le CPE. C'est pour cela qu'il vaut mieux toujours anticiper sur le blocage, s'ouvrir et écoutez. Il y a aujourd'hui une occasion de rassembler très largement les Français. Et je souhaite que le gouvernement écoute. Il y a cette possibilité-là. Il y a toujours le risque que certains secteurs stratégiques, les transports, que les jeunes se mobilisent. C'est ce que j'ai connu moi avec le CPE. D'ailleurs, la gauche fait référence au CPE pour essayer de mobiliser les lycéens et les étudiants. Oui, la conjoncture était particulière avec le CPE. Non seulement il y a eu mobilisation des jeunes, ce qui est un élément effectivement très important dans le risque de blocage, mais il y avait en plus une mobilisation d'une partie de ma propre majorité, y compris Nicolas Sarkozy, qui se sont opposés à cette réforme et qui l'ont rendue impossible. Alors, Tony Blair, dans son dernier livre, dans sa biographie, a cette phrase à propos de Nicolas Sarkozy, en disant que certains jugent qu'il affronte des réformes impopulaires et que pour être réélu, il devra les édulcorer. Je pense précisément le contraire. S'il s'éloigne des réformes, il perdra. Est-ce qu'il n'a pas raison ? Après tout, Tony Blair est un Premier ministre anglais qui a réussi à se faire réélire. Oui, le système anglais est très différent du nôtre. Aucun président français n'a été réélu hors cohabitation. La capacité à trouver un compromis qui rassemble, un compromis pour l'action, un bon compromis, ce n'est pas édulcorer une réforme. Une bonne réforme, c'est une réforme qui est comprise et c'est surtout une réforme qui est juste. J'ai la conviction que si la réforme passe telle qu'elle, et c'est quelque chose de possible, eh bien, la majorité le paiera très cher. En 2012, la tentation de devenir le capitaine courage de la politique, je l'ai eu moi-même en 2006 avec le CPE, s'arc-bouter sur ses certitudes, avoir la conviction qu'on peut tout faire changer. C'est une certitude, c'est une tentation qui existe, mais parfois elle se paye très cher. La semaine prochaine, François Baroin présentera en Conseil des ministres le projet de loi de finances pour l'année 2011. Pour la première fois, 40 milliards d'économies vont être annoncées. C'est une politique qui va dans le bon sens, selon vous ? L'exigence d'économie s'impose à tous. Il est important que ce budget reflète les moyens dont dispose la France et nous devons faire preuve d'esprit de responsabilité. En même temps,
nous avons un équilibre à trouver entre la lutte contre les déficits et en même temps la nécessité de sauvegarder la croissance. Et c'est bien cela qui fait la différence en Europe. Quand on voit la situation de l'Allemagne, quand on voit la situation du Royaume-Uni où la croissance repart, si nous ne voulons pas étouffer la croissance, nous devons trouver cet équilibre. Et c'est dans la durée et dans la préservation du consensus que se trouve à mon sens la réponse. Nous n'avons aucune chance de revenir à l'équilibre, comme le pense le gouvernement en 2013. Il nous faudra de 10 à 12 ans pour faire face aux déficits qui sont les nôtres. Il faut non seulement inscrire notre action dans la durée, mais il faut le faire de façon concertée avec les grands pays européens, et en particulier l'Allemagne. Donc vous trouvez que les prévisions du gouvernement sont trop optimistes ? Bon, elles ne sont pas trop optimistes, elles sont tout simplement utopiques. Elles ne se réaliseront pas. Nous savons tous qu'il est impossible de réduire, comme le gouvernement le souhaite, avec une croissance très faible. La croissance 2011 sera inférieure aux prévisions, entre 1 et 1,5%. Avec une croissance aussi faible, il n'y a pas de possibilité de revenir à l'équilibre, comme cela est annoncé aujourd'hui. Et pourtant, le déficit était prévu à 8% pour cette année, et d'après les chiffres du ministère de l'économie, on sera plutôt à 7,8. Ça veut dire qu'il y a quand même un petit redémarrage. C'est pas du tout lié au gouvernement ? Le redémarrage est technique. Les entreprises ont reconstitué leur stock. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aujourd'hui davantage de confiance dans l'avenir ? Est-ce que cela veut dire aujourd'hui que les Français sont prêts à consommer davantage ? Je ne le crois pas. Il y a une inquiétude par rapport à cet avenir. Il y a par ailleurs une compétition mondiale extrêmement rude. Sachons donc ne pas nous tromper sur le diagnostic que nous portons sur la conjoncture actuelle. Jean-Pierre Grand, qui est député UMP, proche de vous, a dit récemment qu'il pourrait ne pas voter le budget, ce qui est un acte fort dans un système comme le nôtre. Il a raison d'aller jusqu'à dire qu'il ne votera pas le budget. Vous-même, vous ne le voteriez pas si vous étiez... Nous verrons. Nous ne connaissons pas encore les termes exacts de ce budget. Le gouvernement a des choix à faire. Il faut que ce budget soit à la fois courageux et en même temps réaliste. C'est à partir de la présentation du budget que l'on pourra décider quelle est la meilleure réponse à apporter. Vous aviez parlé de honte et de taches sur le drapeau français dans une tribune publiée par Le Monde fin août. François Fillon vous a répondu le 30 août sur France Inter. Je vous propose de l'écouter. Ces formules grandiloquentes ne sont pas le signe d'une grande force de caractère et en plus elles ne correspondent pas à la réalité des choses. Dominique de Villepin menait la même politique lorsqu'il était Premier ministre. Vous meniez la même politique alors ? Je menais une politique avec une exigence qui est celle à la fois du respect de la loi et du respect de chaque communauté, à aucun moment en discriminant une communauté pour une communauté, comme l'a montré la circulaire qui avait été signée par le ministère de l'Intérieur. Et puis, qui a été remplacée très rapidement. Oui, mais enfin, la réalité, elle est là. Et les expulsions collectives ne sont pas conformes à la loi qui doit, c'est le terme de la loi, décider de mesures individuelles. Par ailleurs, l'évolution depuis l'interview de François Fillon m'a donné raison. À la fois les grands observateurs internationaux, à la fois l'Union européenne, le Parlement et la Commission, le pape et les Nations Unies, sans même parler des principaux partenaires européens de la France. Donc à un moment donné, il ne faut pas nier la réalité. Il y a eu un problème cet été et la France, à travers le président et le gouvernement, la France ne s'est pas grandie par cette politique. Je crois qu'il faut savoir tourner les pages. On ne gagne jamais dans la surenchère. C'est vrai en matière de sécurité intérieure, c'est vrai en matière de lutte contre le terrorisme. Tout ceci, parce que c'est difficile, demande de l'équilibre, de la mesure et de la responsabilité. Julien Drey était à votre place hier au talk. Il vous a posé 2 petites questions. Je vous propose de l'écouter. J'ai une question qui va être double, un peu politique et un peu personnelle. La question politique, c'est de savoir si vous préparez véritablement à être candidat à l'élection présidentielle et à quel moment vous pensez que vous allez l'annoncer. Et la deuxième, plus personnelle, c'est est-ce que vous préparez à faire le marathon de New York ? Alors, les 2 questions. Le marathon de New York, c'est difficile quand on a une vie aussi fatigante que celle que j'ai aujourd'hui, mais je continue à courir tous les jours, donc avec le souci de me préparer, mais vraisemblablement pas par le marathon de New York. Et en ce qui concerne d'autres échéances, nous verrons bien, mais j'ai toujours refusé la personnalisation du pouvoir. Ce qui m'intéresse, c'est une stratégie de rassemblement, une stratégie républicaine, et puis c'est offrir une alternative républicaine à une politique qui, à mon sens, n'a pas tenu ses promesses et malheureusement ne donnera pas aux Français les résultats qu'ils espèrent.
Vous le savez, nous avons des questions des internautes. Une question, vous tenez les mêmes propos aussi choquants que l'EPS sur la politique de la France et vous ne soutenez aucune des propositions émises par le gouvernement. À quand votre carte au PS? C'est une question qui ne mérite pas de réponse. D'accord. Êtes-vous toujours adhérent à l'UMP? Je suis toujours adhérent à l'UMP. Ce qui revient à une réponse par rapport à la première question. Ce qui montre qu'on peut être fidèle à ses convictions, à l'intérieur de sa famille politique d'origine, les gaullistes, et en même temps à l'extérieur. Je suis soucieux de cohérence et tout à fait déterminé à faire en sorte que la France se redresse. Dans le Figaro, 4 de jeunes UMP, 3 de vos anciens ministres, François Baroin, Jean-François Copé et Christian Jacob, et votre ancien directeur de cabinet, Bruno Le Maire, ont signé une tribune assez retentissante, notamment pour dire qu'ils soutiendraient Nicolas Sarkozy en 2012. C'est une mauvaise nouvelle pour vous? Ça veut dire que c'est des gens qui ne vous soutiennent plus? C'était pas l'objet de la tribune, vous l'avez bien compris. L'objet de la tribune, c'était de dire qu'il faut faire de la politique autrement et qu'il faut essayer d'éviter les erreurs qui ont été commises au cours des dernières années. Que des ministres en place cherchent à faire plaisir et à donner des gages à Nicolas Sarkozy, quoi de bien normal. Mais nous savons que la politique évolue vite, les choses peuvent changer. D'ici 2012, les 4 que vous avez cités, 3 anciens ministres et mon ancien directeur sont des amis proches et j'écoute toujours avec beaucoup d'attention ce qu'ils disent. L'un d'eux, Jean-François Copé, a annoncé fin de l'été qu'il visait la place de secrétaire général de l'UMP. Ça serait un bon candidat pour votre parti, puisque vous êtes toujours membre? C'est un homme de talent, donc il peut briguer beaucoup de places. Je ne suis pas sûr que nous soyons dans un temps où il soit essentiel pour les Français que l'on se répartisse les postes. Donc j'observe avec quelques détachements et un peu d'inquiétude la tentation qui existe aujourd'hui au sein de l'UMP de se répartir les différents postes. Et je regrette le spectacle qui est donné à Biarritz, qui ne me paraît pas à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui. Mais dans le cas particulier, c'est vrai que c'est un homme de talent. Quand j'ai rencontré Nicolas Sarkozy la veille de son élection, il était venu prendre le petit déjeuner avec moi, il m'avait demandé quelques conseils, et je lui avais tout particulièrement recommandé Jean-François Copé parce qu'il avait été dans mon équipe un ministre non seulement fidèle, mais très efficace. Dominique de Villepin, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. À lundi pour une prochaine émission du Talk.